A priori, Michel Barnier, notre Premier ministre, refuse de faire renaître, on va dire revenir au devant de la scène, la taxe d'habitation. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, puisqu'il y a pas mal de mairies, pas mal de maires qui poussent à ce qu'il y ait un retour de la taxe d'habitation. Airbnb informera les hébergeurs de leurs obligations via son hub réglementaire dédié et des emails d'information. Voilà, donc Airbnb confirme aux mairies qu'ils jouent le jeu et qu'ils sont là pour travailler main dans la main avec les mairies. Clairement, quand vous achetez un bien immobilier aujourd'hui, si vous le payez 10% plus cher in fine que sa valeur de marché, ça veut dire qu'il vous faut quand même, par exemple, peut-être 3 à 5 ans, dépendamment de la dynamique du marché, voire même des fois peut-être au bout de 10 ans, vous n'avez toujours pas récupéré, si votre marché est flat, les frais de notaire, donc vous allez revendre souvent à perte, on va dire financièrement parlant. En tout cas, voilà, peut-être que comptablement ce ne sera pas le cas, mais financièrement parlant, oui. Salut tout le monde, bienvenue sur cette capsule, une capsule dominicale, la capsule du dimanche, capsule qui sort pour vous faire passer un petit peu, là on rentre dans l'hiver, vous voyez, donc peut-être que vous êtes encore chez vous, ça caille un peu, le chauffage n'est pas encore à fond, dehors il fait gris, il fait humide, il fait froid, et qu'est-ce que vous faites? Vous regardez des vidéos sur YouTube ou vous écoutez des podcasts, peut-être que vous êtes en train aussi de faire votre footing, peut-être que vous êtes juste en train de chiller, de faire le ménage, ce que vous voulez, en tout cas c'est fait pour ça les podcasts, pour pouvoir les regarder soit en vidéo, voire les écouter aussi dans vos oreilles avec ce que vous voulez, qui vous voulez et en faisant ce que vous voulez. Donc en tout cas, voilà, je suis là au rendez-vous, comme tous les mercredis, comme tous les dimanches, on est là en mode militaire, boum boum boum, pour vous sortir du contenu. Première chose, je voulais en profiter pour vous remercier d'être là avec moi aussi, parce que nous on y est, mais vous aussi vous êtes de plus en plus nombreux, et vous êtes plusieurs milliers aujourd'hui à nous écouter sur ce podcast tous les mois, donc c'est vraiment vraiment cool. Je vous remercie, peut-être que j'ai déjà fait, mais je mélange en tout cas tous ceux qui laissent des avis sur Apple Podcast, tous ceux qui laissent aussi des notations 5 étoiles évidemment sur Spotify. Je vous invite à le faire si vous êtes sur Spotify. Abonnez-vous à la chaîne YouTube si vous nous regardez sur YouTube aussi, ça nous aidera à grandir. Mettez des pouces, commentez et tout, c'est plutôt cool pour nous. Et puis laissez, si vous pouvez, évidemment, si le cœur vous amène à le faire, votre cœur vous amène à le faire, un avis 5 étoiles aussi sur Google, pas Google du tout Podcast, parce que ça n'existe plus, mais plutôt Apple Podcast, puisque vous êtes quasiment un auditeur sur deux, auditrices évidemment aussi, à nous écouter sur Apple Podcast. Et vous pouvez aussi mettre un petit mot Apple Podcast, vous pouvez mettre 5 étoiles, rédiger un avis, et vous pouvez nous écrire un petit mot sympa. Et donc je remercie notamment Victoire qui nous félicite pour le contenu et la richesse des invités. Je remercie aussi Frezo32 qui nous remercie de la valeur des contenus partagés, très qualitatifs, servent réellement à appréhender l'investissement immobilier avec plus de sérénité. Donc vraiment, merci beaucoup à toi pour ton retour. Merci Gaël Martinez aussi de dire que Money3 est l'un des podcasts IMO incontournables pour les amateurs d'immobilier. Comme lui, qui n'ont pas une vision court-termiste et que ce podcast ne prône pas le cash flow positif à gogo, la LCD atypique ou que sais-je, le fait de devenir rentier en 6 mois en partant de zéro, hein, c'est ce que je lis sur son avis. Voilà, et qu'on est plutôt en mode immobilier professionnel, en sachant de quoi on parle et en ayant une vision plutôt long-termiste, mais en ayant aussi, comme il dit, des épisodes très techniques et qui permet à tout le monde de monter en compétence. C'est ce que j'essaie de faire aussi, d'avoir un peu de technique, un peu de choses abordables. Voilà, donc merci pour ton retour Gaël, merci Magali pour ton super retour. Magali qui est une cliente aussi Artae et qui apparemment est devenue aussi très fidèle au podcast. Voilà, et je vais retenir un petit, on va dire une petite phrase du commentaire élogieux de Magali. Qui est, bon, au-delà du fait qu'elle trouve les invités, les diverses expériences et le concept génial, de ne pas oublier mon équipe qui m'entoure, car, comme je le dis si bien, c'est beaucoup de travail pour nous offrir toute cette visibilité. Et oui, donc j'ai changé la phrase hein, à la première personne, mais elle s'adresse à moi du coup dans son message. Et oui, tu as raison Magali, je remercie toute l'équipe sans qui ce podcast ne pourrait pas exister. Alors il existait, si, il existait oui, parce qu'au début j'étais tout seul, et puis j'ai professionnalisé un peu le sujet. Vous le voyez, vous n'avez pas beaucoup de sponsors, vous avez toujours un peu, je parle d'Artae évidemment, voilà, c'est ce qui nous fait vivre, c'est ce qui fait vivre l'équipe aujourd'hui, mais c'est pas le podcast, c'est Artae qui sponsorise finalement le podcast, c'est Artae qui permet aussi à ce podcast de se développer. Donc déjà merci à ceux qui sont clients d'Artae et qui font partie de l'univers Artae et qui croient aussi en nos valeurs, enfin qui partagent nos valeurs et qui croient aussi en notre modèle. Voilà, et que vous soyez client ou pas, soutenir Artae, c'est juste simplement en parler aussi autour de vous, juste adhérer, venir à
nos événements quand on en organise, vous abonner à nos réseaux sociaux, partager notre contenu, en profiter aussi, prenez-le pour vous, prenez ce qu'il y a à prendre, c'est là, c'est gratuit, donc prenez ce que vous pouvez faire. Merci Laura dans l'équipe déjà, de ma podcast manager, qui fait aussi plein de choses sur la partie Artae. Merci Benjamin, à toi, qui est déjà qui est toujours le premier à écouter les épisodes puisque c'est toi qui les montes. Donc merci, tu as rejoint l'équipe il n'y a pas de si longtemps que ça et merci pour le travail que tu fais aussi sur le podcast. Et puis je suis navré que tu aies à m'entendre plusieurs fois par semaine, voire même tous les jours dans tes écouteurs. Je suis persuadé que ça doit être vraiment relou à force. Donc merci pour ça. Et puis je voudrais remercier aussi du coup d'autres personnes qui ont laissé des avis comme Test SYRS, Test SYRS, qui nous remercie, qui nous félicite, et puis aussi Louis T46 qui nous félicite pour avoir passé le cap des 200 épisodes, parce que oui, c'est du taf. Donc voilà, avec une alternance de épisodes courts et épisodes longs, il trouve que c'est un bon équilibre. Donc moi aussi, je trouve, et il nous pousse d'ailleurs à faire des interviews d'investisseurs qui font des choses et racontent leurs expériences, parce que c'est de loin, selon lui, le plus enrichissant. Dites-nous, vous aussi, faites-nous des commentaires sur les réseaux sociaux ou ici pour savoir ce que vous aimez, ce que vous appréciez sur le podcast, ce que vous appréciez un petit peu moins, et puis comment vous verriez aussi le podcast en 2025. Vous aimez le partage d'expérience, plutôt en mode storytelling, chacun partage son expérience. Vous aimez les épisodes plus techniques, vous aimez les épisodes comme celui qui est aujourd'hui d'actualité. Dites-nous ce que vous préférez, puis nous on s'adapte aussi, ça nous permet de nous remettre en question et de faire évoluer le podcast. Voilà. On passe aux choses sérieuses maintenant. C'est un épisode qui est absolument pas préparé, comme souvent. Mais là pour le coup, je me suis dit je vais faire un petit point d'actualité, ça bouge pas mal en tout cas, c'est mouvant en ce moment dans la partie IMO. Donc, je vous fais un point d'actualité sur l'IMO. Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui à vous dire sur la partie IMO ? La première chose, c'est que, a priori, Michel Barnier, notre Premier ministre, refuse de faire renaître, on va dire revenir au devant de la scène, la taxe d'habitation. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, puisqu'il y a pas mal de mairies, pas mal de maires qui poussent à ce qu'il y ait un retour de la taxe d'habitation. Michel Barnier a balayé ça. Il, a priori, affirme qu'il n'y aura pas de retour de la taxe d'habitation. Donc ça, c'est déjà vraiment un sujet impactant, je trouve, parce que ça veut dire qu'on on aura quand même des charges moindres à payer en tant que notamment locataire. Donc ça aide aussi, pour le coup, je trouve, voilà, la vie d'un locataire de pas payer de taxe d'habitation notamment. Ensuite, il y a eu un couac. Un énorme couac. Peut-être que vous en avez été victime. Enfin, je dis victime, mais bon, il y a plus grave dans la vie. On a tous reçu des taxes pour logements vacants, alors que nos logements n'étaient pas vacants. Même des gens ont reçu des taxes pour logements vacants, alors qu'ils occupent eux-mêmes, en tant que résidence principale, le bien. Et puis, moi, ça m'est arrivé. Ça nous arrive souvent quand on fait la location courte durée, parce que du coup, il n'y a pas de locataire fixe. Depuis qu'il n'y a plus de taxe d'habitation, en plus, c'est un peu le bordel. Donc, voilà, taxe pour logement vacant. Moi, j'en ai encore reçu, par exemple, j'en ai reçu plusieurs cette année, mais j'en ai reçu une, par exemple, pour laquelle j'avais déjà fait une demande de dégrèvement l'année dernière, en montrant qu'il y avait un locataire en longue durée, donc il y avait un bail, et le locataire était là. Et que j'avais en plus déclaré sur impôts.gouv, sur la déclaration des biens immobiliers. Et donc le locataire est toujours là, c'est le même, depuis plus de 2 ans. Et donc là, j'ai reçu une taxe, donc j'ai refait une demande de dégrèvement pour dire c'est toujours le même locataire, comme je l'ai déclaré au 1er janvier de cette année et comme je l'avais déclaré au 1er janvier de l'année dernière sur impôts.gouv. Voilà, parce que vous savez que maintenant, on est obligé de déclarer ses biens immobiliers sur impôts.gouv. Faites-le d'ailleurs, même vous. Ça vous permet d'avoir un bon outil de suivi aussi finalement. Voilà, et donc de mettre à jour aussi au changement des locataires. C'est une très bonne chose, je trouve. Après, c'est beaucoup plus transparent et c'est plutôt pas mal. Voilà, et là en plus j'ai reçu du coup un mail pour le coup des impôts qui n'a rien à voir avec pour le coup la réponse à la messagerie sécurisée, hein. J'ai envoyé la demande de dégrèvement par là, mais qui dit bonjour Julien Calamotte, un avis d'imposition relatif à la taxe sur les logements vacants pour l'année 2024 vous a été adressé à tort, alors même que votre local ou vos locaux étaient occupés au 1er janvier 2024, date prise en compte pour l'établissement de cette taxe. En gras, il s'agit d'une erreur de l'administration et l'annulation de cet avis sera effectuée par nos soins sans démarche de votre part. Bon, j'avais déjà fait les démarches en l'occurrence quand je les ai reçues. Vous recevrez dans les prochaines semaines par voie postale le courrier procédant à l'annulation de votre avis initial. Donc j'espère que ce sera pour tous les avis de logements vacants que j'ai reçus. Voilà.
Et après, le blabla formel habituel, mais c'est cool, ils s'en sont rendus compte. Je pense qu'il y a eu pas mal de requêtes et de demandes de dégrèvement, donc ça a dû peut-être aussi les interpeller là-dessus. L'autre actu chaude du moment sur l'immobilier, c'est la hausse des frais de notaire, qui est un abus de langage. On sait que c'est pas évidemment du frais de notaire, mais c'est plutôt les droits de mutation à titre onéreux qui sont en passe, puisque Michel Barnier a annoncé vendredi dernier, donc vendredi dernier quand j'enregistre, mais le 15 novembre, la possibilité de relever le plafond des taxes prélevées sur les transactions immobilières et notamment sur ces droits de mutation à titre onéreux qui sont aujourd'hui de 4,5%, et il propose de les relever de 0,5 points de pourcentage de plus, donc de les amener à 5%. Et il laisse, donc pour 3 ans, ça serait bloqué pour 3 ans, cette augmentation, et il laisse au département le choix de saisir ou non cette option. Ça veut dire que chaque département va avoir à sa main la possibilité d'augmenter ses droits de mutation de 0,5 points de pourcentage, non pas 0,5%, faites bien la différence. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que sur un achat à 200 000 euros, les frais d'acquisition au global, donc les taxes en tout cas, seront de 1 000 euros de plus. Voilà. Moi, c'est mon avis, mais ça n'engage que moi. Je trouve que 1 000 euros sur 200 000, c'est pas grand-chose. Maintenant, compte tenu du fait que le marché immobilier quand même a déjà été fortement impacté par la hausse des taux suite à des taux qui étaient historiquement bas, ça c'est clair, mais du coup ça a quand même bloqué le marché. Il y a quand même déjà en France, je trouve, des frais de notaire qui sont quand même assez élevés. Je dis frais de notaire, j'utilise l'abus de langage aussi, alors que j'aime pas quand on mélange tout, mais on va dire des frais d'acquisition. On va dire qu'une acquisition immobilière est quand même grevée par pas mal de frais, puisqu'on est autour de 8% au global, entre la rémunération du notaire, les émoluments, les taxes, les machins, etc. Autour de 8%, là où dans des pays, alors par exemple je vous prends le Canada, c'est autour de 1,5% plutôt. On est au Portugal, on est aussi à moins que 8. Il y a des pays où a priori on est plus, il me semble qu'en Espagne on est aussi plus que ça. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que ça bloque la mobilité et la liquidité du marché en fait. Clairement, quand vous achetez un bien immobilier aujourd'hui, si vous le payez 10% plus cher in fine que sa valeur de marché, ça veut dire qu'il vous faut quand même, par exemple, peut-être 3 à 5 ans, dépendamment de la dynamique du marché, voire même des fois peut-être au bout de 10 ans, vous n'avez toujours pas récupéré, si votre marché est flat, les frais de notaire, donc vous allez revendre souvent à perte, on va dire financièrement parlant. En tout cas, peut-être que comptablement ce ne sera pas le cas, mais financièrement parlant, oui. Donc je trouve que rajouter des frais comme ça, franchement, c'est pas terrible pour amener à une certaine fluidité, mobilité, liquidité, appelez-le comme vous voulez, du marché pour débloquer un petit peu le marché. Voilà. Bon, il y avait peut-être mieux à faire, je sais pas, je suis pas un politique, je suis pas dans les comptes aussi de l'État, mais c'est un petit peu dommage parce que ça risque de décourager quelques personnes, même si in fine, on va pas se mentir, quand vous empruntez sur 25 ans ou 20 ans, 1 000 euros par tranche de 200 000 euros, c'est pas ça qui va changer la face du monde, mais malgré tout, au cumul, c'est sûr que ça fait beaucoup, en tout cas pour l'État. Mais ça peut aussi peser sur des budgets d'investisseurs ou de primo-accédants notamment. Donc c'est plutôt une mauvaise nouvelle, on va dire, pour les jeunes acheteurs. Après, pour le reste, on verra, mais il ne faut pas s'étonner non plus que les loyers augmentent derrière si tous les coûts au départ augmentent aussi. Si on a une acquisition qui augmente, les rendements doivent rester constants aussi au bout d'un moment, parce qu'on ne peut pas toujours payer plus et ne pas faire payer les autres aussi. Donc, en fait, c'est, on va dire, une relation de cause à effet. Et donc, ça va venir, je pense, impacter aussi le marché locatif, puisqu'on va voir des loyers qui vont augmenter, même si, encore une fois, 1 000 euros sur 200 000, c'est pas grand-chose. Donc ça, c'est un point important qui s'est passé aussi sur ces derniers jours. Qu'est-ce que je peux vous dire aussi ? On a beaucoup parlé, j'avais fait une capsule qui a très très fortement bien marché d'ailleurs sur un petit peu la loi anti-Airbnb. Donc avec notamment la baisse des abattements, etc. pour les meublés classés et autres. Vous pourrez revenir sur cette capsule si vous ne l'avez pas spécifique, d'ailleurs qui était plutôt pas une capsule mais un épisode hors série, vous pourrez revenir dessus. Et là, en fait, il y a un autre truc qui est sorti, qui est intéressant relativement à ça, c'est que maintenant, Airbnb a annoncé, donc le 18 novembre, il a fait un petit communiqué, qu'il donnait accès à ces données à toutes les communes françaises pour les aider à évaluer leurs besoins de réglementer les locations de courte durée. C'est-à-dire que là, Airbnb
va partager avec les mairies toutes les données qu'ils ont sur le marché de la location courte durée en France et notamment dans leur ville, évidemment. Donc, qu'est-ce qu'on va voir sur ce portail? On va voir plusieurs choses. Il va fournir notamment un ensemble de données qui vont être agrégées sur l'activité des hôtes et les tendances aussi du marché au niveau local. Hein. On va y avoir quoi? Il va y avoir le nombre de nuitées et de voyageurs hébergés par les hôtes. Il va y avoir les retombées économiques générées par les séjours. Je ne sais pas comment ils vont détailler ça. Il va y avoir le nombre d'hébergements et leur nature, à savoir si c'est une chambre chez l'habitant, une résidence principale, une résidence secondaire ou des locations de meublés de tourisme dédiées au sein de chaque ville et de chaque quartier. Ça fait quand même beaucoup de données. C'est clair qu'Airbnb a de la donnée en masse sur tous ces sujets de location courte durée à fournir. Voilà. Donc ça va aider les mairies à mieux sonder vraiment quelle est la dynamique de la location courte durée dans leur propre ville, parce que c'est peut-être un peu flou pour beaucoup de villes. Autant les grandes villes qui ont réglementé et tout ça ont quand même, on va dire, des tunnels d'onboarding, de nouveaux biens, etc., qui sont maintenant plutôt rodés pour certaines, hein, d'autres qui sont quand même encore assez complexes. Mais grâce à ce nouveau portail, on va dire que ces villes vont maintenant disposer d'une source d'information fiable directement à la source, hein, à l'origine même finalement des réservations, etc., des recherches et autres, pour prendre si besoin des mesures ciblées qui sont proportionnées et justifiées. C'est comme ça qu'ils le disent. Pour s'attaquer au problème du logement, là où il se pose, évidemment, tout en continuant à permettre aux familles de louer occasionnellement leur résidence principale ou secondaire. Voilà, il y a toujours cette différence entre les locations principales ou secondaires qui sont louées et des biens qui sont vraiment dédiés, des meublés de tourisme dédiés à la location courte durée. Voilà. Alors Airbnb, dans son même communiqué, dit quoi? Dit aussi qu'il collabore déjà avec plus de 350 villes en France à qui il communique des données sur l'activité des hôtes et il leur donne accès à des outils pour faciliter le bon respect des règles. Ça, sachez-le. Au-delà de ce portail de données, Airbnb dit aussi qu'il continuera à mettre à disposition d'autres outils pour permettre aux communes de s'assurer le bon respect des règles locales, notamment l'enregistrement obligatoire. Donc Airbnb continue de déployer l'enregistrement obligatoire dans toutes les villes qui mettent en œuvre cette mesure. Vous savez que sur Airbnb, vous devez mettre, par exemple si vous avez un Airbnb chez nous à Toulouse, vous devez mettre le numéro d'enregistrement que vous délivre donc la mairie sur l'annonce Airbnb. Sans ce numéro d'enregistrement, Airbnb ne vous autorisera pas à mettre l'annonce en ligne. Le portail des territoires aussi, c'est-à-dire que Airbnb donnera accès à ces villes au portail des territoires, qui est un outil qui se dit, c'est eux qui le disent, innovants, qui permettent aux villes de supprimer les annonces non conformes aux règles locales. Ça n'existait pas. Airbnb a développé ça. C'est quand même aussi une avancée pour le contrôle des règles et le bon contrôle des règles. Et c'est normal. À partir du moment où il y a des règles, il faut s'y conformer. Et c'est normal. Donc Airbnb veut jouer le jeu aussi, veut montrer, c'est dans son intérêt aussi que tout le monde doit y trouver son compte et que c'est pas juste une méchante entreprise américaine qui vient faire du bif sur le territoire français. Et puis, il participe aussi Airbnb à la sensibilité de la communauté Airbnb, la communauté des hôtes Airbnb, parce que Airbnb informera les hébergeurs de leurs obligations via son hub réglementaire dédié et des emails d'information. Voilà, donc Airbnb confirme aux mairies qu'ils jouent le jeu et qu'ils sont là pour travailler main dans la main avec les mairies. Voilà pour ce petit point d'actualité. Je vais essayer de vous en faire un petit peu plus de temps en temps parce que je pense qu'il y a beaucoup, vous êtes beaucoup à nous écouter qui ne sont pas forcément aussi hyper connectés et ça vous permettra d'avoir de temps en temps quelques infos que vous auriez pu manquer dans ce flux d'informations et d'infox, on va dire, qu'on peut aussi avoir. Voilà, donc il n'y a pas tout, hein, c'est pas toutes les actualités, mais c'est celles, on va dire, qui ont marqué un petit peu mon esprit sur ces derniers jours. Je vous remercie encore d'être là. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, un nouveau podcast, ce que vous voulez. Mais surtout, continuez de nous suivre et continuez de nous supporter. C'est vraiment important. À bientôt. Ciao, ciao.